Gathering Storm numéro 8. Donc bien sûr, je vous rappelle que si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous invite à aller regarder la playlist. En tout cas, là, vous l'avez vu dans le titre, Abaddon contre Sainte Célestine. On va aller sur du gros combat. Donc, on arrive au moment donné où Abaddon fait son attaque. Belisario Skull n'a pas encore conscience qu'Abaddon est arrivé. Il est toujours occupé en fait parce que sa conscience est projetée dans les pylônes. Il essaie vraiment de gérer et comprendre un peu le fonctionnement de ces pylônes. Abaddon, lui, passe directement à l'attaque, il ne réfléchit pas. Et puis, tous les petits joujoux de Trazyn ont pris acte du combat. Donc on a Cervantes, l'ultramarine. Alors lui, tout de suite, il comprend qu'en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu choquant. Parce que même si la scène globale qui se déroule devant lui est assez claire, c'est-à-dire qu'il a l'antagoniste, les Astartes soumis au chaos, qui ont trahi l'empereur, il y a des petites choses qui sont un petit peu gênantes, parce qu'autour de lui, les alliés Astartes ont un niveau technologique qui lui paraît vraiment bas, et un équipement qui lui paraît vraiment faible. Et ça, c'est tout le charme en fait de Warhammer 40 000, c'est que ceux qui viennent de l'Hérèse de Russe, de l'époque de 30 000, avaient vraiment un matériel supérieur, un meilleur entraînement, on peut aussi le supposer, qu'en 40 000, où les choses n'ont fait que dégénérer. Et en fait, il y a cette vision-là. Malgré tout, il regarde aussi sur les serviteurs du chaos, et puis il voit qu'il y a des héraldiques qu'il ne connaît pas. Et voilà, malgré tout, la lecture est assez claire. Les ennemis, c'est ceux avec les pointes. Donc, il est sûr de lui, il est sûr de sa vengeance. La vengeance parce qu'il voit les hérétiques. Il a été guidé par la main de Roboute Guilliman lui-même. Il y a très peu de temps, il a été formé par Guilliman, bien évidemment, parce qu'il vient de l'Hérèse de Russe et il fait front directement. Alors, d'autres troupes aussi sont galvanisées par cette force, en fait. Donc, on a aussi un Custodes qui est parmi eux, donc on n'a pas plus d'éléments d'informations sur lui, mais en tout cas on a un guerrier en armure dorée, donc bien sûr on imagine que c'est un des Custodes, et alors on nous dit que voilà, il n'a jamais quitté un combattant en armure dorée qui n'a jamais combattu ailleurs que sur Terra, vous voyez, donc un Custodes, on a compris. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec une grande mêlée. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est très restreint. Ils se battent en fait sous terre, donc dans une sorte de grande voûte. Et bien entendu, ça va pas être du duel de longue portée et tout le monde va essayer de s'étriper au corps à corps. Donc c'est une mêlée assez indicible qui va se dérouler sous le sol de Cadia et encore à la périphérie de la compréhension de Belisario Skull. Alors, Abaddon, lui, il le voit par contre. Il voit Belisario Skull et en fait, en le voyant trafiquer justement les pylônes, il a un petit moment de questionnement. Il se dit, mais tiens, est-ce que, enfin, après tant de millénaires, les serviteurs du dieu machine ont enfin compris quel était mon plan depuis tant d'années? Et au final, ça se transforme en doute, en fait. Cette crainte prend forme parce qu'il se dit, mais au final, ce combat que je suis en train de mener, ce combat est-il vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je ne commets pas la même erreur qu'Horus? Et oui, parce qu'Horus, en fait, avait la victoire acquise, et en fait, par honneur, par esprit de bravade, il avait voulu combattre justement l'empereur. Et on a, si vous avez lu les Résidorus, vous savez, mais même sinon c'est quelque chose de très connu, vraiment Horus avait la victoire acquise et en fait simplement il voulait le duel final contre son père, contre l'empereur, et c'est ce qui a causé sa perte. Et en fait, Abaddon, à ce moment de doute et de lucidité peut-être, il se dit, j'ai vraiment pris sur mon honneur pour venir me battre contre Cadia, terrasser les représentants de Cadia. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement? Et puis après, il se rappelle que là où il est, dans la Black Légion, il faut mener par l'exemple. C'est une guerre intestine entre les différents membres, et puis si on n'est pas celui qui montre le plus de ferveur au combat, on ne peut pas être le numéro 1 de la Black Légion. Et c'est pour ça aussi qu'il est venu se battre sur Cadia. Alors Abaddon étant ce qu'il est, un guerrier qui se bat depuis plus de 10 000 ans, il chasse vite en fait les doutes, il se concentre et puis il se dit c'est le moment final, c'est le combat final, parce qu'il voit tous les représentants, il voit Belisario Skull. Alors on n'a pas vraiment de notion, je pense qu'à ce moment-là Abaddon ne sait pas qui est Belisario Skull, ce n'est pas un personnage assez emblématique, peut-être qu'il le connaît ou pas, je ne sais pas, peut-être que ceux qui ont eu tous les bouquins de l'Hérèse de Russe sauront me dire si dans un des milliers, dans un des dizaines de tomes, on trouve un contact entre Abaddon et Belisario Skull. Voilà, en tout cas moi je ne sais pas, en tout cas dans Warhammer 40 000 c'est la première fois qu'ils sont en contact.
Et, eh bien, on ne sait pas, du coup, est-ce qu'il le voit comme un adversaire prioritaire ou pas. Par contre, il voit Creed. Et lui, par contre, il sait qui il est. Il est le Castellan Creed, celui par qui Cadia n'est pas encore tombé, celui qui tient en fait les forces cadiennes. Et il se rappelle qu'il lui a échappé aussi, parce que vous vous rappelez que dans l'épisode précédent, eh bien, de justesse, Jarmenkel a réussi à protéger une dernière fois le Castellan Creed qui a pu s'échapper dans la Valkyrie. Et là, il est là. Donc Abaddon va utiliser en fait son atout c'est d'invoquer les démons du chaos. Donc il fait appel à ses sorciers matérialisent des failles et là on a bien sûr un déversement des forces démoniaques qui vont venir appuyer fortement en fait sur le combat, parce que ce combat qui pouvait être un petit peu égal, il se retrouve encore une fois inversé par la force en fait des démons du chaos. Alors une chose qui est très importante aussi à noter, c'est que on nous dit très clairement que la rage, la haine anime en fait les combattants des deux camps, mais malgré tout, la haine de 10 000 ans de la longue guerre des serviteurs du chaos surpasse le talent martial de l'Astartes. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est très fort, parce que il y a très rarement dans Warhammer 40 000, encore une fois, des moments où on nous dit le chaos, c'est meilleur que les loyalistes, en fait. Et là, on a vraiment ce passage-là, et vous allez voir après que ça va être encore plus développé. Je spoil un peu, mais c'est vraiment quelque chose que je tiens à appuyer, parce que vraiment, on a ces actes héroïques de la part des Space Marines, en fait. Même les défenseurs de Cadia savent qu'ils sont en fait dans ce dernier carré, que c'est la dernière chance pour eux de peut-être même atteindre Abaddon. Donc après, aucun n'a espoir vraiment de faire tomber Abaddon, mais en tout cas, ils donnent vraiment le maximum. Ils sont au pinacle de leur talent, de leur rage, de leur haine, et même de leur volonté, mais ça ne suffit pas pour arrêter la Black Legion. Alors, on a quand même quelques actes héroïques, on entend « Debout, Cadia !» C'est le cri toujours de Castellan Creed, parce que le 8e Cadien réussit en fait à intervenir par un endroit qui n'était pas supposé être un point faible, et du coup la Black Legion se retrouve un petit peu en difficulté, parce que voilà, il ne s'attendait pas à être attaqué de ce côté-là. Une autre aide qui est bienvenue, c'est au moment où, malheureusement, les ultramarines de l'Héris de Russe de l'époque de 30 000, succombent. On a Cervantes, justement, qui essaie dans un duel d'affronter Abaddon, mais en fait, le combat tourne très court, en fait. Il se fait arracher un bras par la griffe d'Horus, et puis il se fait couper en deux par Dracnier. Donc là, voilà, on se pose même pas la question de savoir si son âme a été aspirée par Dracnier, parce que là, il a carrément été coupé en deux. Et en fait, c'est le moment où la Légion des Damnés choisit d'apparaître. Et ça, rien que ça, en fait, je pourrais vous faire une vidéo complète dessus. Pourquoi ? Parce que je me dis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la Légion des Damnés apparaît ? Alors, la chose classique, c'est que la Légion des Damnés apparaît au moment où l'Imperium en a le plus besoin. Donc ils sont déjà apparus maintes fois dans Gathering Storm, ils sont apparus sur le Phalanx, ils sont apparus dans le Warp, et ils apparaissent maintenant et ici. Et en fait, je me dis, pourquoi au moment où le dernier Ultramarine succombe, c'est le signe qu'on a besoin de la Légion des Damnés, et pourquoi ne sont-ils pas apparus avant ? S'ils sont là déjà sur Cadia en train d'attendre, ce qui est extrêmement rare, je crois que c'était la première fois qu'on voyait la Légion des Damnés ne pas combattre en fait, et être simplement dans l'attente, ils ont choisi ce moment pour se téléporter. Alors je pense honnêtement que c'est juste une petite pirouette scénaristique, parce que vous voyez, on a besoin de crescendo, on a besoin de marche scénaristique, de dire, bon ok, on va rajouter Abaddon qui arrive, ok, mais qu'est-ce qu'on va contrebalancer ? On va contrebalancer avec le 8e de Cadian qui arrive, ok, comment on contrebalance ça ? Eh bien avec les démons qui apparaissent, ah oui c'est pas mal ça, qu'est-ce qu'il faut de l'autre côté ? Ah bah de l'autre côté on va utiliser la Légion des Damnés. Et en fait c'est utilisé, je pense que juste comme une sorte de béquille scénaristique, parce que, ou alors, après, j'ai vraiment réfléchi à ce passage-là, et je me suis dit aussi, peut-être, tout simplement, que la Légion des Damnés n'apparaît vraiment que quand c'est perdu. Et quand c'est perdu, c'est ce qui fait qu'ils apparaissent pour peut-être changer les choses. Et en fait, tant que les ultramarines étaient là, peut-être que la situation pouvait encore basculer, et qu'il y avait une possibilité, et que la force qui préside au destin de la Légion des Damnés, estimait que peut-être c'était encore jouable, et que du coup, on n'allait pas faire intervenir la Légion des Damnés. Après,
Bon, on se rappelle qu'ils sont intervenus déjà à d'autres moments, donc pourquoi ne pas intervenir là? Mais il y a quand même malgré tout cette réflexion qui peut être intéressante de se dire que, le destin était incertain et que peut-être que Cervantes aurait pu faire jeu égal avec Abaddon, c'est quand même extrêmement compliqué, parce que là, on souligne bien aussi que Abaddon, même si, il n'est pas inféodé à un dieu, il est inféodé à tous les dieux et en fait, la puissance du Warp coule dans ses veines et justement, quand il s'élance, vers Cervantes, il y a un moment où il crie, en fait et dans cette rage, il accumule la puissance du Warp. C'est clairement dit donc voilà, ça en fait un combattant, vraiment, exceptionnel. Donc ces combats, il y a un moment donné aussi où on a Belisarius School qui va prendre conscience qu'il se passe quelque chose un petit peu autour de lui parce qu'il termine sa programmation. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire lui? Il est en train d'intervenir sur un maître pylon, ce pylon qui va être le pylon de commandement, on va dire, qui va permettre à tous les pylons de Kaya de réagir. On ne sait pas encore ce qui va se passer, mais en tout cas, il a inséré la dernière ligne de code qui a été transmise par Trazyn, et c'est aussi à un moment donné où les personnages se posent beaucoup de questions dans Gathering Storm, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Belisarius School aussi a un doute en fait. Parce qu'il prend conscience justement des choses, il voit autour de lui ce qui se passe, il voit Abaddon évidemment, et en fait, il a ce doute, il se dit mais en fait, est-ce que je suis pas en train de faire le jeu de Trazyn? Est-ce que Trazyn n'est pas en train de me trahir? Est-ce que en insérant cette dernière ligne de code, je suis pas en train de condamner carrément l'humanité? Et ce doute qu'il a en fait, eh bien, il doit faire face à une réalité. Et la réalité, c'est les ultramarines qui viennent de décéder, les forces de Cadiens qui se retrouvent de plus en plus réduites, les Vostroyens aussi qui sont là, qui peinent à arrêter la Black Legion. Bien sûr d'Abaddon en plus, Abaddon le fléau entouré de son élite, et là il se dit, devant l'impératif, eh bien il ne me reste que cette solution-là. Donc faire confiance à Trazyn, activer les lignes de commande, et advienne que pourra. Donc lui-même eh bien, va activer ses armes. Alors Belisarius School, il n'est pas du tout désarmé, hein. Au contraire, il a un équipement qui est vraiment un des meilleurs équipements qu'on peut trouver dans l'humanité, en tout cas porté par, alors j'allais dire par un humain, mais est-ce que Belisarius School est encore un humain? Pas trop, mais c'est une sorte de tank sur pattes, hein. Donc vraiment il est suréquipé. D'ailleurs on nous décrit aussi à un moment donné où on a un démon de Slaanesh, hein, qui est apparu, et en fait tout simplement Belisarius School utilise son atomiseur pour bien simplement le détruire, le faire disparaître de la réalité. Donc ensuite, eh bien on est toujours dans le côté Abaddon est inarrêtable, on ne peut pas l'empêcher de progresser, et donc du coup on va réutiliser un autre petit ressort scénaristique. Petite pause, je vous rappelle que la vidéo que vous regardez, eh bien, elle est sur Wargame Lore IGTV, pour ceux qui ne le savent pas et qui ont cliqué sur un lien tout simplement, parce que maintenant le fluff est uniquement sur Wargame Lore IGTV. Donc abonnez-vous à cette nouvelle chaîne, j'espère qu'elle va grossir assez vite pour gagner en visibilité. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. Si vous me soutenez sur Tipeee, vous avez les vidéos en avance, les vidéos en version podcast, comme ça vous pouvez les écouter où vous voulez, et aussi sans aucune publicité. C'est les contreparties que j'offre à ceux qui me soutiennent vraiment le plus. Merci aussi à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation, ça aussi c'est quelque chose qui me permet bien, de pouvoir continuer, donc vraiment merci et gros bisous à tous. La voûte en fait s'écrase. Alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle s'écrase uniquement sur les forces impériales, et en fait vous avez une lumière dorée qui jaillit en fait de cette ouverture, et vous avez Sainte Célestine qui arrive. Donc dès qu'elle arrive, eh bien, il y a différents démons qui commencent à venir vers elle, mais tout simplement, très facilement, avec quelques revers de son épée, elle est bannie dans le warp. Et puis on a des possédés, donc des possédés ailés. Donc là, c'est les possédés, vous savez, hein, c'est des Space Marines Astartes vétérans qui en plus sont possédés par un démon. Donc c'est vraiment des créatures incroyables. D'ailleurs, petit aparté, si vous avez lu Eisenorm, eh bien, quand vous voyez la puissance censée d'un possédé, là, les possédés du chaos, ça devrait être un truc inimaginable de puissance. Là, toujours est-il que Sainte Célestine n'est pas toute seule, elle est accompagnée de ses Germinae, et elles viennent simplement, elles aussi, contrer ces élus, ces élus démoniaques des Space Marines du chaos, et puis voilà, donc ça suffit, et puis directement, sans aucun moment de réflexion, elle fonce vers Abaddon, parce que c'est le duel final. On a l'héritier d'Horus, le plus grand traître de l'humanité, et de l'autre, la représentante de la volonté impériale, de la volonté de l'empereur, Sainte Célestine. Donc on a vraiment ces deux enfants en fait ennemis qui viennent s'opposer l'un à l'autre. Le combat va se passer assez vite, et en fait on se rend compte très vite qu'Abaddon
est beaucoup plus fort. Et c'est là où, eh bien, on se retrouve dans une sorte de cliffhanger parce que malgré le talent de Sainte Célestine, malgré le fait qu'elle soit guidée par la foi, malgré le fait qu'elle soit entourée de toute la force de ceux qui croient encore en elle, eh bien, Abaddon est beaucoup plus fort. Il a les forces du chaos avec lui. Même sans ça, c'est un combattant exceptionnel. Et Sainte Célestine, au fur et à mesure, commence à reculer et on sent qu'elle est sur le point de perdre ce combat. Alors bien sûr, tout cela ne serait pas très cinématographique si on n'avait pas une petite pause dans la narration. Donc là, on se retrouve avec un petit texte en fait qui nous parle, eh bien, devinez qui est encore la grande absente pour l'instant, c'est Greyfax. Elle est là, l'acquisitrice Greyfax, mais pourtant, elle n'agit pas, elle jauge et elle juge l'Imperium. Et dans cet Imperium, elle se retrouve dégoûtée de ce qu'elle voit. Pourquoi? Parce qu'elle voit la Sainte Célestine qui est l'incarnation de ce côté démoniaque de la foi en fait. La foi ne devrait pas engendrer des êtres tels que Sainte Célestine. Donc elle se dit, Sainte Célestine aura droit à son jugement. Je l'ai jugée inapte à défendre l'Imperium et surtout comme hérétique. Donc elle a ce jugement. Ensuite, elle voit la Légion des damnés. La Légion des damnés qui sont des serviteurs de l'empereur, mais qui sont désincarnés, qui utilisent les pouvoirs du Warp. Et ça la révulse. Parce qu'elle se dit, il n'y a aucun intérêt à gagner si on bafoue sa croyance. Et elle préfère bien entendu perdre en étant la plus droite possible plutôt que de dévier un petit peu voilà, de remporter une victoire, mais au prix de son âme, au prix de ses croyances. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et là, on a Trazyn qui s'occupe d'elle et qui lui dit, alors je vais vous le dire, arrêtez-moi si on vous l'a déjà dit. Alors je ne sais pas quelle voix peut avoir Trazyn, mais peut-être une voix synthétique. Arrêtez-moi si on vous l'a déjà dit, mais je vous suggère de réévaluer vos priorités. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu la situation, elle voit aussi qu'Abaddon, clairement, c'est encore plus blasphématoire et encore plus hérétique que Sainte Célestine, la Légion des damnés et même les Cadiens qui crient en fait Sainte Célestine et qui adorent Sainte Célestine. Ils sont coupables hein, aux yeux de l'acquisitrice Greyfax et tout simplement, elle va canaliser en fait sa haine envers ce qui est le plus pressant. Elle va s'occuper des autres, mais le prioritaire, c'est quand même Abaddon. Mais bon, je vois venir, vous vous dites, mais elle discute avec Trazyn, ça lui pose pas de problème. Eh bien si, ça lui pose gravement un problème. Et en fait, le principe, c'est qu'elle a épaulé son arme et elle la pointe vers Trazyn et elle appuie sur la gâchette. Sauf que son doigt ne bouge pas. Et là, elle est assez étonnée et elle se rend compte, en fait, que son doigt ne bouge pas. Et vous avez tout simplement Trazyn, encore une fois grand seigneur, qui a simplement la main sur son épaule et on voit qu'on a des... Alors, techniquement on les voit pas, mais on a des nanoscarabées, donc tout simplement des petits scarabées, donc on imagine une sorte de fluide qui est en elle. Donc elle n'est pas venue telle qu'elle était, mais Greyfax est investi de nanoscarabes qui contrôlent en fait ses mouvements. Et Trazyn lui dit simplement, je pense que j'allais pas prendre le risque quand même que vous me tiriez dessus, donc du coup vous ne pouvez pas tout simplement me tirer dessus. Mais encore une fois, vous avez un rôle à jouer, donc je vous invite tout simplement à aller participer à la fête. Et en fait, elle essaye, pendant ce temps-là, à chaque fois qu'il est en train de parler, elle essaye d'appuyer sur la gâchette, mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas, tout simplement. Alors après, tant bien que mal, je vous montre cette illustration parce que pour moi, c'est ça Gathering Storm, c'est reprendre avec des figurines exactement ce qu'il est en train de se passer. Et là, on voit les élus d'Abaddon, on voit Sainte Célestine, on voit les sœurs de bataille, on voit les ultramarines en mode hérésie d'Horus. Ah oui, gros blasphème de ma part. J'ai complètement oublié les Wulfen. En fait, on les voit en bas, là vous les voyez en bas à droite. Eh bien, les Wulfen aussi sont intervenus. Ça a été aussi une des forces qui est venue un petit peu contrebalancer les choses. Et on voit que les Wulfen se déchaînent, même les autres Space Wolves laissent la colère, la rage animale en fait les envahir. Et ils savent que dans ce dernier combat, ils vont se laisser prendre par
par la rage du Wolfen. Ici, là, hop, vous avez Trazyn, comme ça, qui regarde les choses. Alors, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'on a Greyfax qui est vraiment au premier plan de la bataille. Je pense que Greyfax devrait se cacher un tout petit peu par là, dans la composition. Mais au milieu, vous avez aussi, eh bien, Belisarius Cawl. On a bien sûr Abaddon, avec une ancienne figurine. Hein. Ça, c'est l'ancienne figurine, donc c'est beaucoup moins épique. Mais malgré tout, vous voyez, là, on peut recréer avec ces figurines tout simplement le combat. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement motivé dans Gathering Storm, c'est de pouvoir refaire ça. Et voilà, c'est pour ça que j'en ai gardé un excellent souvenir. Et le tournant de cette bataille, ça va être le code de Belisarius Cawl qui arrive à son décompte final. Et en fait, tout simplement, ça va enclencher l'activation des pylons. Alors les pylons, maintenant, on le sait, ça peut être un catalyseur ou un annihilateur du warp. Là, bien sûr, c'est en mode annihilation du warp. Et ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que tous les pylons de Cadia, tous ceux qui sont en état de fonctionner, vont émettre des éclairs noirs tout autour de leur pourtour, ce qui va se concentrer en fait sur le haut du pylône et ce qui vont envoyer en fait des rayons qui vont se concentrer en une lance noire qui part directement dans l'espace. Elle manque de toucher le phalanx qui évite de justesse dans une manœuvre de désengagement et en fait le centre de cette lance va partir droit dans l'œil de la terreur. Et même si c'est assez imperceptible, eh bien, on a l'œil de la terreur, l'ocularis terribus qui se met à rétrécir. Et les effets sont instantanés. La plupart des combattants, voire si ce n'est tous, eh bien, tombent à genoux, leur visage en sang, du sang coule de leurs oreilles, de leur nez, ils ont extrêmement mal à la tête, ils sont dans l'incapacité de se mouvoir, et puis on a les psycheurs qui tout simplement, eux, tombent inertes, parce que leur âme est arrachée de cet espace-là. Les démons, bien sûr, eux, disparaissent. La Légion des damnés, en fait, est simplement soufflée, telle une bougie qu'on éteint dans la nuit. On a aussi, eh bien, tous les possédés. Eux, c'est pareil, en fait, ils vont perdre toutes leurs facultés psychiques, tout le côté démoniaque, ils vont se retrouver aussi dans l'incapacité de se mouvoir. Abaddon, lui, sent, en fait, toutes ces grâces chaotiques qui lui sont aspirées, mais en fait, il tient bon parce qu'il sait qu'avant ça, avant d'être l'élu du chaos, il était un des meilleurs combattants de l'Astartes, si ce n'est un des meilleurs vraiment combattants de l'Astartes. Et non, je voulais dire le meilleur, mais non, on peut pas dire que c'était le meilleur, mais en tout cas, il était vraiment au-dessus du lot. Et il se maintient à cette réalité-là, et il voit en fait, dans le fait que eh bien, ses pouvoirs disparaissent, peut-être même une chance. Parce qu'il n'a jamais voulu succomber au chaos et il a toujours voulu utiliser les pouvoirs du chaos sans jamais y succomber. Et au final, il se purifie quelque part. Ça, c'est une chose assez importante. Et puis, malheureusement, eh bien, ça va aussi impacter les impériaux. Du côté des impériaux, tous les psycheurs aussi se trouvent dans l'incapacité d'utiliser leurs pouvoirs, bien évidemment, et même dans l'incapacité de se mouvoir. Sainte Célestine qui est une incarnation en fait, de la volonté de l'empereur, eh bien, on sent qu'elle est durement touchée. La lumière qui l'entoure commence à diminuer, et c'est Germinae, Eleanor, eh bien, commence elle aussi à se faner, plus ou moins. J'aime bien cette image de se faner, telles des fleurs, parce qu'elles sont des extensions de la volonté de Célestine, et elles n'ont plus ce pouvoir-là. Alors, chose qui est assez remarquable, c'est que une fois que vous avez lu ce qu'on trouve avec la V9, avec Paria Nexus, eh bien, les sorts de bataille à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec le lore de la V10, là je vous rappelle, on est en lore V7, pour ceux qui n'ont pas saisi, Gathering Storm, ça se passe avec le lore de la V7. Et bien en V7, le Warp est directement lié au pouvoir de Sainte Célestine. Et en fait, ce n'est plus le cas dans la version actuelle de Warhammer 40 000, parce que dans Nexus Paria, les seules troupes qui ne sont pas affectées justement par le pouvoir des pylons, eh bien, ce sont les sorts de bataille. Et elles trouvent dans la foi impériale quelque chose qui se rit en fait du Warp et qui n'est pas de nature Warp.
en fait. Et là, mais ce n'était pas encore le cas. Donc ça, c'est un élément qui est très important à noter, c'est que c'est un ajout récent, en fait, dans le lore de Warhammer 40 000, leur immunité au pouvoir des pylons. Et là, avec Gathering Storm, on voit bien que ce n'est pas le cas. Elles sont très affectées. La motivation aussi des impériaux est fortement atteinte. Et en fait, c'est quelque chose qui, au contraire, va galvaniser en fait le chaos. Pourquoi? Parce que la Black Legion, elle sait qu'un jour, la foi en l'empereur, c'est un mensonge. Elle sait que l'empereur n'est pas un dieu, c'est un faux dieu, le faux empereur, et que eh bien, c'est la manifestation de ce en quoi elle croit, étant donné que, tout simplement, quand on annihile les pouvoirs du Warp, eh bien, les impériaux perdent foi en l'empereur, ils perdent leur confiance, ils perdent leur courage. Et ça, c'est très fort, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement fort parce que ça valide l'hypothèse que l'empereur serait, enfin, que l'empereur serait un faux empereur, un faux dieu, et qu'il utilise, en fait, la magie du Warp pour aider l'Imperium. Donc après, là, on peut partir dans un grand débat en se disant mais finalement, c'est sa nature, donc pourquoi pas, etc. Là, je pense qu'il y a matière à en discuter pendant plusieurs heures. Mais en tout cas, là, eh bien, pour l'instant, alors certes, les démons ont disparu, certes, les possédés, c'est fini, les machines démoniaques aussi, il y avait beaucoup de machines démoniaques, des Hellbrut, des Feurocentaurus, ce genre de choses, ça disparaît, mais on perd aussi la volonté de l'empereur et on perd aussi le symbole, à savoir Sainte Célestine. Donc ce qu'il se passe, c'est que Abaddon, lui, réussit à se relever plus rapidement que tout le monde. Il continue à avancer vers Sainte Célestine, où ils sont en train de se combattre. Les Germinae tombent, hein, tout simplement. Elles disparaissent, donc battues par les forces du chaos. On a, chose notable, Greyfax. Greyfax qui se trouve à l'épicentre en fait, du phénomène, qui est une psycheur, et qui résiste de par sa haine, en fait. Elle s'accroche tellement à sa haine de ce qu'elle voit, de l'impérium moderne, des Wulfen qu'elle a vu. Ça, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je me disais, non, il y avait un autre élément qui la révulsait, et c'était les Wulfen. Donc, les Wulfen, d'espèces marines corrompues, la Légion des damnés, d'espèces marines fantomatiques, Sainte Célestine, une incarnation de la magie du Warp. Donc tout ça, eh bien, ça la révulse, et elle réussit en fait à s'accrocher grâce à sa volonté et à ne pas retrouver en fait son âme aspirée. Ça, je trouve que c'est assez bien décrit et que c'est une image assez forte. On la voit vraiment au bord du précipice comme ça, mais qui réussit à ne pas succomber. Et puis Creed, voyant que justement Sainte Célestine a clairement le désavantage, eh bien décide que son dernier acte va être de la sauver, parce que si elle tombe, Cadia tombe. Donc il engage le 8e Cadien directement au corps à corps, à la baïonnette, contre Abaddon. Et en fait, Abaddon va se retrouver contre une marée humaine en fait de baïonnettes, et puis bien sûr il va les balayer par 10, par 20, par 30, jusqu'à se créer un chemin, jusqu'à eh bien, la Sainte Vivante. Et dans un dernier revers, il réussit à mettre à terre Sainte Célestine. Sainte Célestine le regarde, pleine de détermination, et en fait Abaddon tape avec Dracnier. Elle se trouve blessée, mais elle réussit malgré tout à se décaler un petit peu, donc elle a le flanc qui est ouvert, elle saigne abondamment, et elle regarde Abaddon, et elle va lui dire ceci: « Tu ne peux pas gagner, l'humanité sera libérée de tes maîtres. » Et Abaddon lui répond avec un air grave, et très sérieux, qui en dit vraiment très long sur sa psyché: « Il n'y a pas de liberté. » Et il envoie Dracnier contre elle. Et on est pas mal là, hein, une demi-heure un petit peu de vidéo. Moi j'aime bien être une demi-heure de vidéo. Gros cliffhanger, que va-t-il se passer? Eh bien, vous aurez la suite dans la prochaine vidéo. Et oui, c'est comme ça, on apprend à faire des cliffhangers. Donc, je vous rappelle, tous les jeudis, vous avez une vidéo lore. Maintenant, toutes les vidéos lore sont sur Wargame Lore IGTV, ma chaîne secondaire. Vous êtes sur la chaîne secondaire parce qu'il n'y a plus de vidéos lore sur IGTV. Je vous invite vraiment à vous abonner. Moi, ça va vraiment m'aider, hein, parce que passer, vous le comprenez, d'une chaîne où il y a 26 000 abonnés à une chaîne où il y a que 5 000 abonnés, forcément, il va y avoir moins de passages, moins de vues. Les algorithmes de YouTube vont être moins enclins à suggérer ma vidéo. Donc, je vous invite vraiment à liker, à commenter, mettre un petit commentaire. Même si vous ne savez pas comment, vous mettez un petit palmier, c'est le trip sur IGTV, juste pour booster l'algorithme. N'hésitez pas à partager cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous me suivez sur Tipeee, vous aurez assez rapidement la suite. Et puis sinon, eh bien, c'est la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. Et puis, on débat de tout ça en commentaire. Allez, salut à tous.